Comment se comporte le marché immobilier en 2022? Est-il encore intéressant d'investir? Comment évoluent les taux des crédits immobiliers en ce début d'année 2022? Et comment les banques ont réagi aux obligations du Haut Conseil de stabilité financière? Et quels sont les impacts sur les investisseurs? C'est tout ce que nous allons voir lors de cette grosse vidéo spéciale immobilier. On va pas se le cacher, le marché de l'investissement immobilier n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 2, 3 ou 4 ans. Il y a forcément des stratégies à revoir. Il faut affiner sa stratégie pour essayer de rendre le dossier le plus sexy auprès de la banque. Petit rappel, j'ai acheté mon premier appartement en 2010, j'y ai vécu un certain nombre d'années avant de le mettre en location lorsqu'on a acheté notre maison avec ma compagne. Nous avons aussi acheté 3 appartements, donc là on les a achetés à 50-50 avec ma compagne, que nous avons également mis en location. Donc à ce jour, j'ai 4 appartements en location. Je suis arrivé à un stade où mes encours de crédit étaient trop élevés pour prétendre avoir un nouveau prêt immobilier pour investir sur un 5e appartement. Donc là, on va dire que je suis en pause forcée, ce qui n'était pas plus mal parce que je pense que j'avais pas forcément les épaules assez solides pour enchaîner sur un 5e investissement immobilier. Donc on va faire un gros portrait aujourd'hui du marché immobilier en 2022, sur ce début d'année 2022, pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles, parce que c'est pas anodin de se lancer ou pas dans l'investissement immobilier. Il faut vraiment le faire avec les bonnes raisons, avec les bonnes stratégies, pour vraiment faire en sorte d'avoir le maximum de garde-fous et que votre investissement se transforme réellement en quelque chose de rentable, et pas seulement rentable sur le papier, mais réellement rentable sur le terrain. Juste avant de basculer sur mon écran, si ce n'est pas encore fait, je vous laisse 2 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos d'immobilier, de bourse, de création de business, ou tout simplement d'état d'esprit à adopter pour atteindre un jour la liberté financière, voire même devenir millionnaire. On sait que c'est un chemin qui sera semé d'embûches. Il faudra vraiment garder le cap, garder le moral pour vraiment être capable de surmonter les obstacles qu'on va rencontrer. Donc je vous remercie pour votre soutien, votre fidélité, et on bascule tout de suite sur mon écran pour faire ce gros portrait de l'immobilier en 2022. On va rentrer directement dans le dur avec un document issu de l'Observatoire Crédit Logement. C'est vraiment un site sur lequel je vous recommande d'aller. Vous allez décortiquer énormément de documents qui sont très intéressants pour savoir où nous en sommes en termes de marché immobilier en 2022. Dans un premier temps, on va s'intéresser au taux des crédits immobiliers parce qu'on était vraiment sur une tendance à la baisse depuis un certain nombre de mois et surtout d'années. Donc il y avait énormément de personnes qui en ont profité pour racheter leurs prêts immobiliers avec des taux qui étaient auparavant beaucoup plus importants. Donc il y avait des grosses économies à la clé. Là, on se rend compte qu'on est sur une tendance qui repart un petit peu à la hausse. Donc si on regarde ici l'écart entre janvier 2022, on était à un taux moyen de 1,07%. En février 2022, on est passé à 1,09%. Donc on est sur une légère hausse, une tendance légère à la hausse. Donc pour l'instant, ce n'est pas forcément perceptible. On est vraiment ici sur une toute petite remontée, mais c'est la tendance en fait qu'il faut vraiment regarder. On voit que là, on était vraiment sur une grosse tendance à la baisse depuis un certain temps. Et là, on voit que ça commence à amorcer une petite remontée. Donc à voir comment ça va évoluer sur les prochains mois, mais on voit que la BCE avait en projet d'augmenter les taux directeurs. Donc on voit que c'est forcément quelque chose qui va se produire en 2022. On va avoir une légère remontée des taux. Après, comme le disent certains experts, si c'est une hausse qui est linéaire, on aura forcément moins d'impact que si c'est une hausse brutale. Mais c'est une première donnée à prendre en compte, cette légère tendance à la remontée des taux des crédits immobiliers en ce début d'année 2022. On peut également se rendre sur le site de meilleurtaux.com avec ici un baromètre des taux des crédits immobiliers. On voit qu'on est réellement sur une tendance à la hausse. Et encore là, on est sur le national. Si on va sur une région précise, si on va par exemple sur l'Île-de-France, on voit qu'on est vraiment sur une tendance qui repart à la hausse. Donc ça, c'est vraiment des éléments à prendre en compte, en sachant que une notion importante est à maîtriser, c'est ce qu'on appelle le taux d'usure. On va directement aller sur le site du ministère de l'économie. On voit ici que le taux de l'usure est le taux annuel effectif global, donc TAEG, maximal auquel un prêt peut être accordé. Le TAEG est le taux auquel on se réfère pour apprécier si une offre de crédit dépasse le seuil usuraire. Il comprend premièrement le taux d'intérêt de base ou taux nominatif, les frais, commissions et rémunérations diverses, frais d'inscription, frais de dossier par exemple, et éventuellement des primes d'assurance emprunteur lorsqu'une assurance obligatoire est souscrite simultanément. Donc c'est ce qui explique pourquoi de plus en plus de profils sont, on pourrait presque dire, exclus du crédit immobilier, parce que ce taux d'usure est révisé chaque trimestre par la Banque de France. Donc on voit ici les données de la Banque de France.
Et on peut se retrouver à avoir un décalage entre la remontée des taux des crédits immobiliers et la remontée des taux d'usure. Donc là, on peut avoir ce fameux décalage qui va exclure de fait certaines personnes. Et malheureusement, c'est les profils les plus fragiles parce que ce n'est pas forcément les profils qui peuvent prétendre à avoir des taux intéressants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un effet ciseau entre ce taux d'intérêt des crédits immobiliers et ce taux d'usure. Donc c'est ce qui explique pourquoi de plus en plus de personnes malheureusement sont quasiment exclues du crédit immobilier et ont de plus en plus de mal à être propriétaires pour acheter que ce soit leur maison ou leur appartement. C'est ce qu'on voit notamment ici lorsqu'il est indiqué que théoriquement l'application d'un taux plafond est censée protéger le consommateur en cas de remontée des taux, mais s'il est trop resserré comme aujourd'hui, certains emprunteurs peuvent être pénalisés par un effet ciseau. D'autant qu'en cas de remontée, sa révision ne sera prise en compte qu'avec un délai de 3 mois minimum. Donc ça peut vraiment créer certaines situations assez compliquées. Donc c'est le genre d'élément qu'on doit intégrer dans son esprit pour avoir une vision plus globale du marché immobilier et en ce moment de voir l'impact de cette légère remontée des taux des crédits immobiliers. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est ce qu'on appelle la production de crédit. Donc là, on est sur le site de la Banque de France. On voit ici indiqué que la production de crédit à l'habitat atteint 23,6 milliards, entre parenthèses 18,6 milliards hors renégociation, après 21,7 milliards en décembre. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le tableau. Ici, on voit l'évolution depuis septembre 2021 jusqu'à février 2022, même si là on est sur des estimations. On voit qu'il n'y a pas trop de changements par rapport à la production de nouveaux crédits en ce qui concerne l'habitat. Donc on peut se poser la question de savoir quels sont les impacts des recommandations qui sont devenues des obligations du Haut Conseil de stabilité financière. C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la suite de cette vidéo. Mais ça, c'est vraiment des éléments concrets dont il faut avoir connaissance pour avoir un état des lieux le plus précis possible en ce qui concerne l'état du marché immobilier et là plus particulièrement l'état du marché du crédit immobilier. Concrètement, là, on pourrait se dire qu'il n'y a pas trop d'impact des recommandations du Haut Conseil de stabilité financière qui sont devenues obligations depuis le 1er janvier 2022 parce qu'on se rend compte à quel point il y a toujours une haute production de nouveaux crédits parce que les banques ont forcément besoin de produire du crédit. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience. C'est vrai que c'est intéressant même d'en parler avec sa conseillère, son conseillère ou même le directeur ou la directrice de la banque dans laquelle vous êtes depuis un certain temps ou même une autre banque que vous allez commencer à démarcher. C'est des discussions qu'il est intéressant d'avoir pour aussi se mettre à leur place parce que ça reste une entreprise comme une autre. Il faut qu'ils aient des chiffres, il faut qu'ils aient des objectifs qui soient atteints. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Je pense aussi que ça fait partie d'une relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Ça montre aussi qu'on s'intéresse à leur vision des choses et qu'on n'est pas juste campé sur ses propres intérêts. La troisième chose que je voulais voir avec vous, c'est tout ce qui touche à l'évolution des prix immobiliers, que ce soit en Île-de-France ou en province, que ce soit les appartements ou les maisons. Il y a des données très concrètes dont on peut facilement avoir connaissance et qui permettent d'avoir un état des lieux très précis de l'évolution du marché immobilier pour aussi prendre les meilleures décisions possibles. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais tu es sur le site de BFM TV, c'est pas forcément la meilleure source. On va aller voir juste après un document de l'INSEE. Là, c'était juste pour vous montrer un article qui explique que les prix immobiliers progressent 3 fois moins vite en Île-de-France que dans les autres régions. Et ça, c'est vraiment un changement de mentalité parce qu'on n'était pas forcément sur ces chiffres auparavant. On se rend compte que la province regagne beaucoup plus en termes de prix de l'immobilier que l'Île-de-France. Donc c'est vraiment quelque chose à intégrer. On voit ici que un peu plus bas, les prix progressent 3 fois plus vite en province qu'en Île-de-France. Sur un an, la hausse des prix reste forte, 9% entre le 4e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2021, après 8,9% et 7,3%. Comme depuis le début de l'année 2021, la hausse des prix des maisons, 9,4% sur l'année au 4e trimestre, est plus marquée que celle des appartements, 8%, ce qui ne s'était pas produit depuis 2018. Donc ça aussi, c'est une tendance de fond. On va directement aller sur le site de l'INSEE, ici avec un document vraiment très intéressant, c'est l'indice des notaires. On voit ici un peu plus bas dans le document, variation des prix des logements anciens en France métropolitaine. On voit en Île-de-France ici une variation de 2,7%, alors que la province est à 9%, donc plus du triple. Ça, c'est une véritable tendance à intégrer, même lorsqu'on souhaite investir. Il faut avoir connaissance de ces chiffres pour voir l'évolution des mentalités. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cherché à avoir beaucoup plus d'espace, qui ont cherché à se mettre au vert suite aux différents confinements qu'on a vécus. Donc ça, c'est des choses qui commencent à se voir dans les chiffres. Ensuite, en ce qui concerne les différences entre appartements et maisons, on va aussi se concentrer sur l'Île-de-France. On voit ici les appartements avec une évolution de 0,6% des prix au 4e trimestre 2021. Après, ça reste des données provisoires. Et
pour les maisons, on voit qu'on est à 7%. Donc là, il y a une grosse différence entre les appartements et les maisons parce que même au sein de l'Île-de-France, il y a des personnes qui ont quitté leur appartement et qui avaient besoin de plus d'espace, donc qui ont accepté peut-être de s'éloigner un peu plus des grandes villes pour avoir une maison avec un jardin. Donc on voit vraiment que les maisons, c'était quasiment la folie en fait. Il y avait des maisons qui partaient dans la journée avec des personnes qui ne visitaient même pas la maison, qui étaient vraiment pris par l'urgence parce qu'elles savaient que dans la journée ça allait partir. Donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées sur ce domaine-là, ça continue à se passer. Donc c'est vraiment des choses, j'insiste là-dessus, mais il faut avoir connaissance de ces chiffres-là. On a vraiment accès à une base de données très très intéressante pour ensuite prendre les meilleures décisions possibles, que ce soit pour acheter sa résidence principale ou que ce soit pour investir dans l'immobilier. Le quatrième élément que je voulais voir avec vous, et non des moindres, c'est tout ce qui touche à l'impact des obligations du Haut Conseil de stabilité financière, qui étaient auparavant de simples recommandations, qui sont devenues des obligations depuis le 1er janvier 2022. Donc là, on est sur le site du ministère de l'économie. Un petit rappel de ces recommandations qui sont devenues des obligations. Le taux d'effort des emprunteurs de crédit immobilier n'excède pas 35%. La maturité du crédit n'excède pas 25 ans. On peut aller jusqu'à 27 ans lorsqu'on achète sur plan. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui est devenu contraignant. Il y a forcément des impacts sur nos possibilités, nos chances d'obtenir un crédit immobilier. Encore plus si on cherche à investir dans l'immobilier. Là, on fait clairement partie des profils qui sont le plus impactés par ces mesures. On voit ici qu'il y a une marge de manœuvre pouvant aller jusqu'à 20% de la production de nouveaux crédits immobiliers de chaque trimestre civil. Au moins 80% de la flexibilité maximale sera réservée aux acquéreurs de leur résidence principale, avec au moins 30% de la flexibilité maximale réservée aux primo-accédants. Les 20% restants de flexibilité maximale, soit 4% de la production trimestrielle, sont libres d'utilisation. Donc en gros, il n'y a que 4% de la production trimestrielle de crédit qui peut sortir de ces recommandations pour de l'investissement locatif. Donc là, on voit que la marge de manœuvre est beaucoup plus restreinte. Il faut l'intégrer pour ensuite chercher quelles solutions nous avons à disposition. Une donnée très intéressante par rapport à ça, là on est sur un autre document du HCSF, donc c'est le rapport annuel de septembre 2021. On va aller directement sur la page 34 et on voit indiqué ici: ces évolutions ont conduit à une réduction significative de la part de prêts non conformes à la recommandation du HCSF qui a atteint 23,7% de la production entrant dans le champ de la recommandation au deuxième trimestre 2021, entre parenthèses 22,6% en juin 2021, avant prise en compte de la marge de flexibilité. Donc c'est ce qu'on voit dans le graphique suivant. On voit ici qu'on est vraiment sur une production non conforme qui est en chute libre parce que là, au deuxième trimestre 2021, on était à 23,7% des crédits qui sortaient des recommandations du HCSF, avec, une fois qu'on prend en compte la marge de 20%, seulement 3,7% des crédits qui en sortaient. Et ça, c'était le deuxième trimestre 2021. Donc là, on a encore des chiffres qui ont encore évolué par rapport à ça. Donc là, on voit que les banques avaient déjà joué le jeu, avaient déjà intégré ces recommandations avant même qu'elles deviennent des obligations. Et on voit que ça n'a pas forcément eu d'impact sur la production de nouveaux crédits. Donc ça aussi, c'est une donnée intéressante à prendre en compte. Alors là, on pourrait se dire, en tant qu'investisseur immobilier, qu'on est vraiment impacté. On pourrait être tenté de se dire que c'est la fin du jeu, qu'on ne pourra plus investir dans l'immobilier. Ce serait vraiment une grosse erreur parce que là, on se mettrait un blocage soi-même dans la tête qui nous empêcherait d'utiliser notre cerveau pour essayer de se poser les bonnes questions, pour chercher des solutions. Et des solutions, il y en a. Il suffit simplement de se poser les bonnes questions. Parfois, peut-être aussi de marquer une pause, parce que c'est une pause qui peut être salvatrice, parce que peut-être que vous n'avez pas encore les reins assez solides pour enchaîner sur un nouvel investissement immobilier. Et je m'applique à moi-même ce conseil-là parce que j'étais dans une phase un peu euphorique il y a encore 2 ans, à peu près 2-3 ans. Je voulais vraiment enchaîner le maximum d'investissements immobiliers. La banque m'a mis un stop à un moment donné. Sur le coup, c'était un peu ma fierté qui me disait je comprends pas pourquoi ils veulent pas me prêter à nouveau. Ils sont vraiment en train de me mettre des bâtons dans les roues. Avec le recul, j'ai vraiment compris pourquoi. Ça m'a permis aussi de me poser les bonnes questions, de voir si les fondations étaient si solides que je pensais qu'elles étaient. Donc ça, c'est des moments qui peuvent être intéressants. Après, on n'est pas en train de se dire que c'est la fin du jeu. On est simplement en train de se dire, ok, je vais faire une pause pour revenir encore plus fort dans le jeu. Et là, on est sur le site Vous Financer. J'aime bien en fait ce qu'ils proposent dans les articles. C'est très intéressant. Là, on voit que une des solutions peut être le regroupement de crédits. Donc, c'est un moyen de diminuer son endettement et un levier pour faire de nouveaux projets immobiliers. On voit ici que le regroupement de crédits en France, c'est ce qu'ils expliquent juste après.
Ce n'est pas une solution qui est simplement réservée aux surendettés, au contraire même. On voit ici parmi les dossiers de regroupement de crédits traités par Vous Financez en 2021, 43% sont liés au financement de nouveaux projets comme des travaux d'aménagement ou d'agrandissement, ou même l'achat d'un nouveau bien, un investissement locatif notamment. Donc c'est quand même presque la moitié des personnes qui demandent un regroupement de crédit qui le font peut-être dans cette optique d'enchaîner sur un nouvel investissement locatif. Donc ça fait partie d'une des solutions. On peut aussi s'associer avec une personne pour essayer d'avoir plus de chances de pouvoir acheter un autre bien immobilier. Donc il y a quand même plusieurs solutions qui existent. J'insiste vraiment sur le fait que vous devez absolument ne pas fermer votre esprit, ne pas vous dire que de toute façon c'est mort, vous ne pourrez plus investir. Il faut vraiment essayer de se poser les bonnes questions, quitte à marquer une pause pour revenir encore plus fort par la suite dans le jeu de l'investissement immobilier. On voit également que les banques se sont adaptées au durcissement des conditions d'octroi des prêts immobiliers. Donc c'est ce qu'on voit par exemple sur un article comme celui-ci. Et on voit notamment qu'elles prennent davantage en compte les revenus locatifs. Elles les prennent mieux en compte. Jusqu'à présent, les banques ne prenaient en compte que 70% des revenus locatifs dans le calcul des revenus des investisseurs. En cause, les incertitudes liées à la vacance locative. Or, déjà souvent endettés par d'autres projets, les investisseurs locatifs sont pénalisés par les nouvelles règles liées au taux d'effort. Pour les soutenir, les banques sont désormais nombreuses à prendre en compte 90% voire 100% des loyers collectés. Après, on peut épiloguer là-dessus, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas partir sur des calculs presque pessimiste pour vraiment ne pas se mettre en danger par rapport à la vie de son investissement immobilier? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et on voit aussi qu'il y a la même tendance vis-à-vis des revenus variables tels que ceux des commerciaux. La règle imposée jusque-là aux banques de considérer ces revenus dans leurs calculs dès lors que ceux-ci étaient réguliers et récurrents depuis 3 ans, une règle qui tend à s'assouplir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui montre que les banques sont en train de s'adapter, ce qui explique peut-être pourquoi on n'a pas trop d'impact sur la production de nouveaux crédits. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ce qu'on a vu pour l'instant dans les commentaires, ce que vous pensez de l'impact des recommandations qui sont devenues des obligations du HCSF et est-ce que vous sentez que vous avez plus de mal à emprunter pour investir dans l'immobilier ou est-ce que vous avez toujours autant, j'allais dire presque de facilité, mais est-ce que vous arrivez encore à investir parce que vous avez changé un petit peu votre stratégie? Peut-être que vous vous êtes associé avec quelqu'un, peut-être que vous avez fait un regroupement de crédit, peut-être que vous avez fait une pause pour augmenter votre capacité d'épargne, pour avoir un impact plus fort en termes d'apport, pour vraiment faire pencher la balance. Donc dites-moi comment vous vous êtes adapté par rapport à ça dans le domaine de la prise en compte de l'impact des obligations du HCSF. Une petite donnée en cours de route, tout ce qui touche justement à cet apport, ce fameux apport qui a de plus en plus d'importance dans le fait de faire pencher la balance. On voit ici, donc on est revenu sur le document de l'Observatoire Crédit Logement, on voit durant 2 années la remontée de l'apport personnel a été rapide. Avec la mise en œuvre de la recommandation du HCSF de décembre 2019, la hausse a été de 34% sur 2 ans, pesant de plus en plus lourdement sur le dynamisme du marché des crédits. Donc ça, il faut l'intégrer pour avoir une stratégie qui s'affine, qui est vraiment adaptée par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur le domaine du marché du crédit immobilier. Donc plus on aura un apport, plus on aura une capacité à faire pencher la balance. C'est vrai que là, on a un autre discours face aux banquiers. Si on a de l'apport et si on n'a pas d'apport, c'est pas du tout la même chose. Après, je pense vraiment qu'il faut sortir de j'allais dire presque du mirage d'emprunter à 110%. Je pense que c'était le cas avant, ça devient de plus en plus compliqué, voire quasiment impossible. Donc, faut pas hésiter à se dire, ok, je vais passer un peu de temps à me constituer un apport pour vraiment faire pencher la balance en ma faveur. Arrêtez de rêver en croyant que je peux me présenter à la banque avec quasiment 0 € de côté, en me disant que de toute façon, ils vont forcément me prêter à 110%. Je pourrais même emprunter pour faire tout ce qui est travaux, etc. dans l'appartement. Ça, je pense qu'il faut sortir un petit peu de ces discours-là. C'est bien de rêver, mais il faut quand même rester réaliste par rapport à ses chances d'obtenir ce type de prêt. En parlant justement de tout ce qui touche aux investisseurs immobiliers, il y a une donnée très intéressante que j'ai souvent entendue de la part de Laurent Vimon, c'est le président de Century 21, qui explique que la part des investisseurs est en constante augmentation. C'est indiqué ici. Quant à la part des investisseurs, elle est de 30%. L'immobilier devient le lingot d'or. C'est l'un des seuls produits que l'on peut acheter à crédit, un crédit que l'on rembourse en partie par un locataire. Les Français inquiets pour leur retraite et leur avenir ont considéré l'immobilier comme un placement sûr, un placement certain. Ils investissent dans une maison ou un appartement. En 2014, le chiffre des investisseurs était de 14%. Donc là, on a plus que doublé parce qu'on est passé de 14
à 30%. C'est vraiment une donnée intéressante parce qu'on voit que le marché immobilier s'est transformé. De plus en plus de personnes se sont intéressées à l'investissement immobilier. On peut aussi voir que c'est lié à la démocratisation de par la multiplication des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes en ce qui concerne l'immobilier. De plus en plus de personnes se sont intéressées au secteur de l'investissement immobilier avec bien évidemment certaines dérives malheureusement, mais ça a aussi permis à de nombreuses personnes d'augmenter leur patrimoine, d'essayer de faire marcher à fond ce levier du crédit immobilier. Bien évidemment, il faut faire les choses sérieusement parce que, je l'ai dit juste avant, il y a pas mal de dérives dans ce domaine-là. Il faut vraiment avoir le maximum d'éléments dans son esprit, prendre les décisions les plus sérieuses possibles, avoir le maximum de trésorerie de côté, on va en reparler juste après, pour vraiment prendre les meilleures décisions et faire en sorte que la rentabilité qu'on a couchée sur le papier se transforme réellement en rentabilité sur le terrain. Je pense notamment qu'il est indispensable de se tenir au courant de l'évolution des lois lorsqu'on voit notamment tout ce qui touche à la loi climat avec l'impact que cela va avoir sur le marché de l'investissement dans l'ancien. On voit que c'est un vrai sujet de réflexion. Il faut avoir connaissance de cette évolution en termes de loi pour prendre les meilleures décisions possibles, pour même anticiper, pour voir si on va se lancer dans tel ou tel projet. Parce que si on part tête baissée en se disant que de toute façon ça se passera bien parce que l'investissement c'est quelque chose de sûr, on ne peut que gagner de l'argent dans l'immobilier, c'est à mon avis courir un risque très important. Je reviens également sur tout ce qui touche à la trésorerie. C'est essentiel en fait pour vous de vous lancer dans l'investissement immobilier en ayant de l'argent de côté, en ayant déjà une épargne de précaution constituée, en ayant aussi une trésorerie que vous allez dédier à la vie de votre investissement immobilier parce que on oublie trop souvent l'impact des travaux d'entretien, l'impact des travaux qui seront votés dans la copropriété. Ça, c'est des choses que parfois on découvre en cours de route parce qu'on ne s'est pas assez formé au préalable, on ne s'est pas posé les bonnes questions avant de se lancer. Il y a aussi tout ce qui touche malheureusement à la fiscalité parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes se lancent sans maîtriser la fiscalité et le jour où l'impôt arrive, elles sont parfois très très surprises en se disant mais je comprends pas pourquoi on me demande de payer de l'impôt, on m'avait dit qu'il n'y aurait pas d'impôt ou je pensais vraiment que j'allais pas en payer. Ça c'est le genre de choses que je veux absolument vous éviter. Donc si vous avez la moindre question par rapport à ça, si vous souhaitez aussi que je vous fasse une vidéo en ce qui concerne cette loi climat parce que c'est un vrai sujet de réflexion et on est simplement au début de cette réflexion là, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Dites-moi aussi comment vous percevez l'investissement immobilier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous vous êtes vous-même lancé dans l'investissement immobilier? Comment se passe pour l'instant votre carrière d'investisseur immobilier? Comment se portent vos investissements immobiliers? Ça, c'est très intéressant pour moi de savoir exactement où vous en êtes. Moi, à titre personnel, pour l'instant, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des bas en ce qui concerne la colocation, j'en avais déjà parlé. Il y a aussi des hauts avec des appartements qui marchent très bien depuis le début. Ça fait partie du jeu. On sait que ce ne sera pas une trajectoire linéaire. Il y aura des moments où ce sera plus compliqué. Je pense que ça fait partie du jeu. Quand on se lance, il faut avoir connaissance de ça. Je trouve que ça a même un côté un petit peu excitant parce qu'au moins, le jour où on a de vrais résultats, on sait exactement d'où on vient, tout ce qu'on a traversé pour avoir ce genre de résultats. Donc dites-moi tout cela dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air. Ça aide énormément au référencement. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité et à très bientôt pour la prochaine vidéo.